Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 24 juin, voici une nouvelle édition. C'est une semaine difficile, éprouvante pour la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco et plus largement pour la population monégasque. Le sergent-chef Thierry Perard est mort au combat dimanche en luttant contre un incendie. Ses obsèques se sont déroulées ce vendredi matin, un hommage national lui a été rendu. Nous reviendrons sur cette cérémonie et nous recevrons le chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Maxime Ivrard nous parlera de cet homme, un sous-officier calme, réfléchi et expérimenté. J-1 avant le dernier match pour la Roca Team après une saison éprouvante. Que ce soit Monaco ou Lasvel, un seul soulèvera la Coupe du Championnat de France samedi soir. Chaque année, Monaco, comme le reste de l'Hexagone, célèbre les Happy Days, une façon de rappeler l'importance capitale de ces pollinisateurs que sont les abeilles. Nous vous présenterons les ateliers proposés par les équipes de la direction de l'aménagement urbain. Nous aurons la tête dans les étoiles, mais le corps à la cathédrale, à l'occasion du Festival international d'orgue ce dimanche 17h. L'astronaute Jean-Loup Chrétien, passionné d'aviation mais aussi d'orgue, a eu l'idée de faire se rejoindre ces deux univers avec un récital, conférence, projection. Il nous expliquera tout cela. Et enfin, nous vous présenterons la 3e édition du Salon international d'art contemporain, Art 3F, qui se déroulera du 24 juin au 26 juin sous le chapiteau de Fontvieille. Le sergent-chef Thierry Perard est décédé à l'âge de 52 ans le 19 juin dernier au cours de son intervention suite à l'incendie qui s'est déclaré dans l'immeuble 21 Princesse Grasse. Il est le premier soldat mort au feu de l'histoire du corps des sapeurs-pompiers de la Principauté. Un hommage militaire national lui a été rendu ce vendredi matin à l'occasion de ses obsèques. Le résumé de cette émouvante cérémonie avec Julia Vial. Le cercueil du sergent Perard est arrivé aux alentours de 9h sur la place du Campanin. Le prince Albert II a souhaité qu'un hommage national lui soit rendu pour saluer son engagement. Le lieutenant-colonel Ivrard a d'ailleurs rappelé dans un discours poignant le parcours du sergent et la bravoure dont il a fait preuve ce 19 juin. Le sergent Perard s'engage, n'écoutant que son courage, et ce malgré l'extrême violence du feu. Les 2 personnes seront sauvées, lui ne ressortira pas. Sergent Perard, les flammes auront raison de votre dévouement. Vous êtes l'incarnation de notre devise, courage, dévouement, sacrifice. Le prince Albert II, retenu en Norvège, était représenté pour cet hommage militaire par le colonel Luc Fringant. Par ordonnance souveraine, en date de ce jour, le sergent Thierry Perard est promu à titre posthume au grade de sergent-chef et nommé à titre posthume chevalier dans l'ordre de Saint-Charles. Les carabiniers du prince ont eux aussi rendu hommage à Thierry Perard, notamment en jouant l'hymne monégasque et la marche funèbre de Chopin. Une cérémonie militaire qui s'est déroulée évidemment en présence de la famille du sergent et de nombreuses personnalités monégasques. Émotion et atmosphère solennelle étaient les maîtres mots de cet hommage militaire. Une messe de funérailles a ensuite été célébrée vers 10h30 en la cathédrale de Monaco. Le prince Albert II était représenté à cette occasion par son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Un hommage extrêmement émouvant, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, le lieutenant-colonel Maxime Ivrard a prononcé l'éloge funèbre ce matin. Nous sommes avec le chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco, bonsoir. Bonsoir. C'est très dur pour moi, pour les équipes de Monaco Info de faire cet entretien parce que on préfère parler avec nos invités de choses agréables et là forcément évidemment ça ne sera pas le cas. Première question, comment vous portez-vous, vous et vos équipes ? Écoutez, c'est un moment difficile, même si on sait qu'on fait un métier dangereux. Je pense qu'on n'est pas prêt à affronter ces événements tragiques. Mais la cohésion, l'esprit de corps fait qu'on s'en relève. Les témoignages de soutien de la population, du gouvernement, de notre prince fait aussi son effet sur le moral des troupes. Et puis, ce sont des combattants, ce sont des soldats du feu. Ils se relèvent malgré tout parce que même s'il y a un événement tragique qui s'est passé, il faut continuer à assurer nos missions et assurer le service auprès de notre population. On vous a aidé, les pompiers de Monaco sont soutenus dans cette épreuve ?
Alors, les pompiers de Monaco, effectivement, hein, sont soutenus par l'ensemble du gouvernement princier, de notre prince, de la population. La force publique, donc les militaires de la principauté sont très soudés. Donc on a toute l'aide que l'on souhaite qui est mise à notre disposition pour franchir ces moments difficiles. Je voudrais que l'on rende hommage au sergent-chef Thierry Pérard. Qui était-il? Qu'avez-vous envie de dire au sujet de cet homme? Comme je l'ai dit dans mon éloge ce matin, hein, c'était un sous-officier expérimenté, c'était quelqu'un de calme, de réfléchi, qui ne partait pas en intervention comme ça pour faire un coup d'éclat. Tout ce qu'il faisait était très, très posé et très réfléchi. Donc je dirais aujourd'hui on est en train de tirer tous les enseignements de ce qui s'est passé hein, sur ce feu. C'était un très gros feu, j'ai fait plusieurs feux dans ma carrière. Celui-ci, je peux vous l'avouer que c'était un feu d'une intensité inouïe. De par le potentiel calorifique qu'il y avait dans l'appartement, de par la grandeur de l'appartement, de par la difficulté de l'organisation à l'intérieur de l'appartement. Donc c'était un feu très complexe et je dirais mes hommes se sont engagés sans compter, ont fait preuve de beaucoup de force de caractère parce que il faut aller lutter contre le feu. Ils ont fait des sauvetages, donc ça c'est très bon pour le moral quand on arrive sur un sinistre, mais par contre après quand on retrouve un camarade blessé gravement et puis qu'on sait qu'après il est décédé et qu'il faut continuer à lutter, il faut vraiment avoir beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation et ils l'ont eu et je souhaite leur rendre hommage ici. Parce que ils ont vraiment été à la hauteur de la tâche et je suis vraiment très fier d'être leur chef aujourd'hui. C'est un hommage national hein, qui a été rendu donc, à Thierry Pérard. National, un mot qui résonne dans un pays de 2 km² où tout le monde se connaît, où nous connaissons personnellement la plupart des pompiers de Monaco. C'était important selon vous que l'on rende comme ça un hommage national à Thierry Pérard ? C'était bien évidemment que c'était important et on ne pouvait pas imaginer faire autrement. C'est un militaire qui est mort en service commandé, mort au feu. C'est le premier sapeur-pompier qui décède en intervention au corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Et ironie du sort, en fait, c'était la date anniversaire puisque le corps a été créé le 19 juin 1909 et l'accident a eu lieu le 19 juin 2022. Donc premier accident mortel pour un pompier de Monaco. Et comme tous les militaires, que ce soit à Monaco ou ailleurs, quand on décède en service commandé, on a les hommages l'hommage national et ça me paraît totalement évident. Il y a un après, vous avez certainement parlé à vos hommes après ce drame. Que leur avez-vous dit ou peut-être maintenant, qu'avez-vous envie de leur dire ? Alors déjà, on leur parle sur le terrain. Hein, quand on est face à l'événement, il faut tout de suite faire un point avec les équipes qui sont engagées parce qu'on sait que l'intervention n'est pas terminée et il faut isoler les sapeurs-pompiers qui seraient en difficulté psychologiquement pour retourner au feu. Donc ça s'est fait immédiatement sur place. Après, on a eu l'assistance des psychologues sur place aussi pour faire du débriefing et tout ça alors que le feu continue et on continue à engager des équipes pour lutter. Donc ça, c'est pas évident. Et après... je dirais, nous sommes accompagnés et les sapeurs-pompiers sont suivis par le service du CHPG pour, à leur demande, prendre rendez-vous avec des psychologues, des psychiatres pour assurer le suivi de leur santé. Et puis, je dirais, on a eu aussi la phase donc, d'accompagnement de notre frère d'âme. Et maintenant, on va passer sur la phase, je dirais, de retour d'expérience, d'analyse de toutes les données opérationnelles, de tout ce qui s'est passé pour comprendre, pour en tirer vraiment des enseignements, pour ne plus que ça se reproduise. Ça va être la tâche des prochains jours. Et tout ça, je dirais, en continuant à mener toutes les missions, parce qu'on n'a pas... on ne ferme pas la boutique et on ne dit pas c'est terminé. Non, le téléphone, les appels d'urgence arrivent, les camions sortent, les hommes vont faire leurs interventions avec le même professionnalisme qu'auparavant, alors qu'on a eu un événement tragique au sein de notre corps. Plus de 60 sapeurs-pompiers de Monaco et 15 véhicules ont été mobilisés. Une intervention qui a coûté la vie au sergent-chef Thierry Pérard dans l'exercice de ses fonctions. Un hommage national lui a été rendu. Merci dans ces circonstances douloureuses d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci.
On rejoint Frédéric Hélion pour un premier tour d'horizon de l'actualité. En bref, bonsoir Frédéric. On le sait, le couple princier était à Oslo dans le cadre des commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Bonsoir Fabien, effectivement, après avoir inauguré mercredi une exposition au Fram Museum en compagnie de la princesse Charlène, le souverain a dévoilé hier au Spitsberg un buste en bronze du prince Albert Ier, offert à l'Institut polaire norvégien en mémoire de ses nombreuses expéditions arctiques et de ses liens avec les explorateurs norvégiens. Une émission à ne pas rater dimanche soir sur notre chaîne. Un combat pour la paix, un documentaire écrit et réalisé par Yann-Anthony Nogues, l'occasion de découvrir ou redécouvrir la vie du prince Albert Ier, ses combats, son côté explorateur, scientifique, humaniste, ou sa rencontre avec la baronne Bertha von Suttner. Rendez-vous dimanche soir à 21h sur Monaco Info. Mais avant cela, sachez concernant ce documentaire que je recevrai le directeur de la bibliothèque et des archives du Palais Princier à demain samedi pour nous parler justement du rôle de médiateur, de pacificateur qu'a eu le prince Albert Ier à l'aube de la Première Guerre mondiale. Frédéric, les festivités de la Saint-Jean se sont déroulées hier au soir, place du Palais. Comme le veut la tradition, elles ont débuté avec l'embrasement d'un premier feu de joie sur la place du Palais à 21h30. Les danseuses de la Palladienne, dans leur tenue folklorique en rouge et blanc, ont animé la soirée autour du feu. Je vous rappelle que toutes les festivités prévues sur la place des Moulins et à l'église Saint-Charles ce soir sont annulées en raison de la journée d'hommage national au sergent-chef Thierry Perrard. Dernier ajustement pour la Roca Team avant son match décisif face à l'Asvel. Après 2 victoires et 2 défaites, les Monégasques se retrouvent dans la même situation qu'en 2019. Le titre de champion de France se jouera à Villeurbanne et une chose est sûre, l'ASM Basket veut conclure sa superbe saison par un titre. Yannick Debever et Thomas Deus étaient à la conférence de presse d'avant-match. Dans 24 heures, la Roca Team entrera dans l'arène. L'Astrobal attend Monégasque et Villeurbanne pour un match 5 qui s'annonce des plus tendus. Après une prestation loin de leur niveau au match 4, les Roca Boys comptent bien se racheter en arrachant le match du titre. We saw our mistakes. It's a lot of, offensive, mistakes. We didn't do exactly what we want. Sometimes we play without purpose, which not supposed to be the case. And then, this reflect our, defense. Our defense has to be, more solid, more better. We should not let any easy point. Après 90 matchs officiels cette saison, les Rouges et Blancs vont donc devoir aller au bout d'eux-mêmes dans une rencontre qui se jouera surtout dans la tête et dans l'envie, tant les deux équipes sont proches. Là, il n'y a plus de... On veut répondre, on veut faire quelque chose. Si la motivation d'être champion n'est pas assez suffisante, autant entre guillemets plus faire ce métier, quoi. Enfin, c'est pour ça qu'on fait ça depuis tout petit, etc. Donc là, juste le fait de pouvoir soulever un trophée, ça doit nous transcender. Donatas Motiejunas, Alpha Diallo, Dwayne Bacon, Paris Lee, tous ces joueurs cadres de la Roca Team n'ont jamais remporté de titre de champion national. Pour connaître enfin cette joie, il faudra retrouver une bonne adresse au shoot, mais aussi maîtriser les raquettes. Ces matchs-là en fin de saison, quand la fatigue prédomine, c'est les petites choses comme ça, être agressif, le rebond, tout donner. Généralement l'équipe sur des finales en Europe du moins, qui gagne le rebond a de grandes chances de gagner les matchs. Donc oui, ça va être très important aussi. Un match pour l'histoire, voilà ce que s'apprête à jouer la Roca Team. Coup d'envoi de la rencontre samedi à 20h30 à l'Astrobal de Villeurbanne. Et nous saurons aux alentours de 22h si la Roca Team rentrera dans l'histoire en remportant son premier titre de champion de France. On l'appelle la sentinelle de la biodiversité. L'abeille est à l'honneur jusqu'à dimanche à l'occasion des Happy Days. L'opportunité de rappeler le rôle important de cet insecte pollinisateur, un insecte que l'on apprécie entre autres pour son miel, mais qui est malheureusement en danger. Émilie Rousseau et Thomas Deus ont assisté aux ateliers proposés par les équipes de la direction de l'aménagement urbain. Voyez le reportage. Elle mesure à peine 1,5 cm et pourtant elle joue une fonction fondamentale dans notre vie. Les abeilles contribuent activement au développement et à la sauvegarde de notre alimentation et de notre biodiversité, d'où leur appellation d'insectes pollinisateurs. C'est ce rôle que les Happy Days souhaitent mettre en valeur chaque année.
C'est bien assez pollinisateur, donc c'est important parce qu'il pollinise toutes les plantes. Donc ça veut dire que ça va féconder la plante qui va refaire des graines et un fruit derrière. Donc c'est ce qui va nous servir d'aliment. Le rôle de l'abeille ne se limite donc pas qu'à produire du miel. Petits et grands ont pu s'en rendre compte à travers les différents ateliers organisés par la direction de l'aménagement urbain dans les jardins de l'UNESCO. Ils sont toujours émerveillés, très très contents et de repartir avec leurs petits pots. Donc ça fait vraiment plaisir à voir ça. Ils sont étonnés qu'il y ait des ruches à Monaco, que Monaco produit son miel? Oui. Et il y en a beaucoup qui ne s'imaginent pas, enfin qui passent devant mais qui ne se rendent pas compte qu'il y a des ruches là à Monaco. Et oui, car en bas du rocher, il y a le rucher de Monaco. Depuis 2015, une dizaine de ruches ont établi domicile sur le toit terrasse du musée des timbres et des monnaies à Fontvieille. 2 fois par an, on y extrait le miel produit par les abeilles, un miel au goût unique et qui possède de nombreux bienfaits pour la santé. Et sachez que les Happy Days se déroulent jusqu'à demain dans les jardins de l'UNESCO. L'entrée est libre et gratuite. La direction des affaires culturelles a souhaité insuffler une nouvelle dynamique au Festival international d'orgue, dont le coup d'envoi a été donné le week-end dernier. Des rendez-vous originaux sont proposés dans cette nouvelle programmation pour attirer un plus large public vers cet instrument. Ainsi, dimanche à 17h, un récital conférence projection est organisé à la cathédrale sous la houlette du premier Français à avoir été envoyé dans l'espace. Jean-Loup Chrétien est passionné d'aviation mais aussi d'orgue et il a eu l'idée de faire se rejoindre ces deux univers. C'est ce qu'il a expliqué lors d'un entretien à Patricia Navarro. Bonsoir Jean-Loup Chrétien. Bonsoir madame. Quelle surprise de vous découvrir dans ce registre-là. C'est une longue histoire et c'est une affaire d'il y a longtemps. Il se trouve que quand j'étais enfant, dans ma tendre jeunesse, j'avais 2 fascinations, l'orgue cathédrale et puis l'aviation. La famille a un peu choisi, m'a dit un jour tu oublies l'orgue, tu ne gagneras pas ta vie avec ça. Et un aviateur de la famille qui passait par là à ce moment-là m'a amené près de son avion, m'a installé dedans, il m'a dit tu vois, ta mère m'a dit que tu voulais devenir organiste, tu oublies, tu es beaucoup trop vieux. Bon, j'avais 13 ans. Et là, je te montre quelque chose de beaucoup plus accessible. Tu vois, tes pieds n'arrivent pas encore à toucher les pédales, donc tu es encore un peu jeune. Donc je te suggère de t'orienter vers cette vocation. Voilà. Oui, effectivement, on connaissait cette passion pour l'aviation. Mais pourquoi nourrissez-vous aussi un tel intérêt pour l'orgue? Je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé. Toujours est-il que cette passion est restée complètement intégrée dans ma personnalité. Dans les années 60-70, je voyais que je ne ferais pas d'orgue et j'en ai beaucoup souffert. Vous voyez, l'orgue s'éloignait de moi, j'étais pilote de chasse, qui était pas mal, mais ça ne me suffisait pas. Et puis en 70, j'ai rencontré un organiste, j'ai rencontré Pierre Bardon à Saint-Maximin à Sainte-Beaume, qui m'a pris sous son aile et qui m'a fait accéder à l'orgue à tel point qu'en 73, 74, j'avais imaginé abandonner les essais en vol pour devenir organiste. C'est un instrument qui n'a peut-être pas l'image ou ne suscite pas en tout cas peut-être l'intérêt qu'il mériterait. Son image est galvaudée. C'est dommage, on l'appelle le roi des instruments et c'est vrai qu'il le mérite. Et c'est un instrument fidèle. Quand vous l'aimez, il vous aime lui aussi très vite. Et c'est un refuge de grand bonheur. Et donc, comment allez-vous allier ces 2 passions, orgue et espace? Parce que vous avez donc décidé d'en faire en quelque sorte un récital, conférence, projection. Je raconterai en quelques minutes avant chaque film de quoi il s'agit. Et puis j'écouterai, comme vous, la musique jouée par le collègue organiste. Mais c'est une sorte de découverte de l'espace. Qu'allez-vous raconter? Tout d'abord, un petit retour en arrière sur le début de la 3e dimension avec des images amusantes, des débuts de l'aviation, et puis remonter vers aujourd'hui pendant cette ascension dans la 3e dimension, donc ascension aéronautique et spatiale. Donc chaque film a un peu sa vocation. Il y a la vie à bord d'une station, il y a les sorties extravéhiculaires,
Il y a un film sur les superbes images envoyées par la sonde Hubble. Et là, en général, l'organiste se régale. Oui, c'est-à-dire que l'organiste va improviser sur ces images. Hein ? Tout à fait. Et vous l'avez dit tout petit déjà, donc vous nourrissiez cette passion pour l'aviation. Mais cette expérience unique et hors norme d'avoir été le premier Français dans l'espace, elle a considérablement marqué votre vie et certainement aussi changé résolument son cours. C'était une très belle expérience. Les 20 premières années de ma carrière ont été aéronautique et spatiale. Et en 2025, j'espère porter un toast à mes 70 ans d'activité de pilote d'avion. Merci Jean-Loup Chrétien, mais d'ici là donc, rendez-vous tout de même dimanche à 17h pour ce récital conférence projection à la cathédrale de Monaco. Avec plaisir. Vous l'avez entendu, Jean-Loup Chrétien, qui a failli ne jamais mettre un pied dans l'espace s'il s'était dirigé vers une carrière d'organiste comme il le souhaitait au départ. Un nouveau point sur l'actualité monégasque avec vous, Frédéric Hélion. On commence par cette visite de travail en principauté d'Andorre. La ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, s'est rendue à Andorre vendredi dernier pour y rencontrer le chef du gouvernement, Javier Espot Zamora, ainsi que plusieurs ministres et secrétaires d'État. L'occasion de faire un point d'étape sur le sujet des négociations de l'accord d'association avec l'Union européenne et d'envisager une nouvelle réunion des 3 chefs négociateurs, Andorre, Saint-Marin et Monaco, dans les mois à venir. Un nouvel oiseau migrateur vient d'être découvert en principauté. Chaque année, la direction de l'environnement effectue de nombreux suivis environnementaux sur le territoire monégasque. Lors d'un inventaire herpétologique, un nouvel oiseau migrateur a été découvert dans le jardin japonais, un petit mâle blongio nain, un oiseau considéré comme le plus petit héron européen, une espèce que l'on trouve traditionnellement dans toute l'Europe méridionale, en Afrique du Nord ainsi qu'en Asie occidentale. On termine par cette exposition à découvrir à l'Espace 22. Alexander Beliaev, un récit à travers la couleur, une sélection de peintures qui s'inspirent de la nature, des architectures classiques avec également des personnages mythologiques et figures féminines, ou des vues de villes ou bâtiments bien connus. Une exposition à découvrir à l'Espace 22 jusqu'au 15 juillet. Le prochain sujet devrait également intéresser les amateurs d'art. La 3e édition du Salon international d'art contemporain ouvert ses portes ce vendredi, et ce jusqu'à dimanche sous le chapiteau de Fontvieille. Petite visite guidée avec Juliette Rappert et Olivier Bonello. Présent dans 18 villes en Europe, le salon d'art contemporain Art 3F revient en principauté avec plus de 200 artistes et 3000 œuvres exposées. La tendance se veut à la pop culture et à l'art à la fois abordable et qualitatif. Et en fait, on a voulu un salon qui se veut très décontracté, très populaire, vraiment ouvert à tous. Et je pense que le concept se prête bien et les gens se sentent à l'aise. On touche vraiment toutes les classes de la population et on se situe dans ce qu'on appelle l'art abordable. Donc il y a quelques pièces qui commencent à partir d'une centaine d'euros, des prix moyens entre 1500 et 10 000 euros. L'idée c'est que ce salon ne soit pas qu'un musée, mais qu'on puisse avoir un coup de cœur et repartir avec une belle sculpture, un beau tableau, une belle photographie. L'Art 3F est plus qu'un salon marchand, c'est aussi un lieu d'échange puisque vous pourrez échanger avec les artistes tout au long du week-end. C'est toujours intéressant d'échanger avec eux. D'abord, ils adorent sortir de leur atelier, mais surtout, ça vient un peu du fond de leur âme, en fait. Donc, ils adorent parler de leur travail, de leurs aspirations. Et c'est toujours intéressant pour le visiteur ou éventuellement pour l'acheteur d'avoir cet échange avec l'artiste. Et pourquoi pas un essayage ce soir ou demain ou après-demain à la maison. Et l'artiste, avec plaisir, se rendra sur place avec son ou ses œuvres pour les présenter dans une maison ou un appartement. Pour accéder au salon Art 3F et avoir un coup de cœur, il est obligatoire d'acheter un ticket directement sur place d'une valeur de 10 € et le salon est ouvert du vendredi au dimanche de 10h à 22h. Un coup d'œil sur vos prévisions météo avant de se quitter. Quel temps fera-t-il pour le début du week-end, Frédéric ? Retour du grand beau temps Fabien après 2 journées perturbées par la pluie. Le soleil brillera toute la journée avec quelques rares nuages dans l'après-midi. Les températures seront comprises entre 19 et 26 degrés. L'eau sera 23. Samedi 25 juin, n'oubliez pas de souhaiter bonne fête aux Éléonore.
Vous l'avez vécu ce matin sur notre antenne, la Principauté a rendu un dernier hommage au sergent-chef Thierry Peyrard, mort au feu en héros dimanche dernier. Les photos de fin de journal de Manuel Vitali lui sont consacrées. Ce journal est terminé, je vous donne rendez-vous demain à 19h. À très bientôt, au revoir.